maintenant accueillir Thomas Frémaux pour nous parler du quartier Beaubrun à Saint-Étienne. Alors à Saint-Étienne, c'est le sujet de l'accompagnement de boutique test qui va être abordé. Je crois que votre collègue Anne Lebeau n'a pas pu venir, hein, c'est ça? Voilà. Donc vous êtes seul. Installez-vous, je vous en prie, ou debout ou assis, comme vous voulez. Vous êtes donc responsable du projet Ici Bientôt, designer d'espace et de services, études et animation urbaine au CREFAD de la Loire. Alors dites-nous exactement ce que c'est que ce CREFAD, le Centre de recherche, d'études, de formation à l'animation et développement. Tout ça, oui. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un projet de la collectivité, je vais vous présenter un projet d'une association qui s'appelle le CREFAD Loire, qui est une association d'éducation populaire, qui a... Alors, je devais être avec, en effet, Anne Lebeau, qui est chef de projet sur le développement urbain de Beaubrun-Tarentaise. Et du coup, il y a peut-être des slides que je vais sauter parce que je ne sais pas en parler. Mais peu importe. Alors, on peut commencer. Comment ça marche? Là? Ok. On va mélanger un peu les slides, mais il y a beaucoup d'images et vous verrez, ça va bien se passer. Et je vais que 10 minutes, mais je suis tout seul, du coup j'ai peut-être plus. En 2015, il faut savoir, à Saint-Étienne, ce n'est pas une ville qui rentre dans le programme Action Cœur de Ville, puisque c'est une ville qui est plus grosse que moyenne, mais c'est une ville qui est une ancienne ville industrielle qui a perdu pendant longtemps beaucoup d'habitants et qui a perdu la majorité de ses industries, qui a laissé des vides, des creux et beaucoup de rez-de-chaussée vacants. Et à Saint-Étienne, tout ça crée un contexte qui offre des possibles, des espaces, des moyens de s'organiser, que ce soit de la part de la collectivité, mais aussi de citoyens engagés qui ont envie de faire bouger les choses à leur échelle. Et ça a été le cas pour le CREFAD Loire, qui est une association d'éducation populaire qui a une dizaine d'années aujourd'hui, qui s'est saisie de cette question des rez-de-chaussée vacants en associant le savoir-faire d'une autre association qui s'appelle toujours Carton Plein, que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Qui a sa mission, c'est, en tout cas ses interrogations, c'est comment on peut fabriquer la ville de demain en associant l'ensemble des parties prenantes d'un territoire, que ça soit la collectivité, les habitants, les commerçants, ceux qui passent, ceux qui mangent, et comment on peut fabriquer les espaces publics de demain. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites à Saint-Étienne dans le cadre de ces rez-de-chaussée. Une première qui s'appelait le BO, le Bureau éphémère d'activation urbaine, qui a été menée par Carton Plein. Et puis en 2016, le CREFAD, Carton Plein et une autre association de type Utopie, j'y reviendrai, qui est une association de designers qui s'intéresse à la question des enseignes des commerçants. On l'a évoqué tout à l'heure, comment on peut sortir vous savez, ce fameux plexiglas ou imprimé en rouge ou en gris, et qu'il y a partout. Comment on peut apporter les savoir-faire d'un designer pour apporter une réelle plus-value au commerce à travers la question de l'enseigne. Et ces trois associations s'organisent et répondent à un appel à projet qui s'appelle, ça j'en parlerai après, qui s'appelle Human Cities, qui est un projet européen qui est aujourd'hui terminé sur comment on peut accompagner des initiatives à se mettre en place pour travailler sur la ville de demain. C'était essentiellement sur des villes UNESCO design, comme la ville de Saint-Étienne. Tout ça déroule. J'en parlerai un petit peu après sur notre action. On a choisi un territoire d'intervention puisque, étant donné que on démarre un projet, on choisit de faire ce qu'on veut et après on va chercher des financements pour pouvoir financer tout ça. On a choisi de s'installer dans Beaubrun-Tarentaise, qui est un quartier prioritaire, quartier de centre-ville. Je vais revenir un peu en avant. Beaubrun-Tarentaise, c'est ici, et là vous avez l'hypercentre. Et en fait, Beaubrun-Tarentaise est un quartier inscrit dans la politique de la ville qui est en centre-ville. C'est l'entrée ouest de Saint-Étienne. Excusez-moi. C'est un quartier ancien avec de l'habitat dégradé. C'est un quartier de mineurs, c'est un quartier d'industrie, c'est un quartier cosmopolite, puisque Saint-Étienne, pendant l'époque minière et industrielle, a profité, a accueilli de nombreuses personnes de toute origine pour venir travailler. Et nous, on a choisi de s'installer, je vais passer assez rapidement,
excusez-moi, ça vous intéresse pas, ça c'est sur les financements pour en reparler. On a choisi de s'installer dans une rue qui s'appelle la rue de la Ville, qui est le quartier historique de Saint-Étienne, qui est un quartier assez peu valorisé en termes d'architecture et en termes de communication. Contrairement à certaines villes, on va souvent dans le quartier historique des villes et à Saint-Étienne, ce n'est pas le cas. La rue de la Ville, c'est la première rue de Saint-Étienne, c'était la rue la plus commerçante de Saint-Étienne, et dans les années 90-2000, enfin, les 3/4 des rez-de-chaussée qui ferment. Alors c'est dû à plein de raisons, des raisons macro à l'échelle d'un territoire, le développement des surfaces commerciales en périphérie, et puis des raisons toutes bêtes, la fermeture d'une rue qui pèse sur les commerces, la disparition de lampadaires, du coup moins de lumière dans la rue, la disparition ou la fermeture ou la mise enfin la retraite de ce qu'on appelle des locomotives commerciales qui drainaient du public. Et puis tout ça s'est fermé. Et nous, l'idée du projet Ici Bientôt, c'est d'associer les compétences en termes d'accompagnement de porteurs de projets plutôt dans l'économie sociale et solidaire de la part du Créfat de Loire, et puis l'ensemble de ce qui se passe sur le territoire en termes d'accompagnement et de mobilisation sur les rez-de-chaussée vacants. Et pour ça, je vais essayer de prendre quelques exemples. Je vous montre un peu l'efficacité ou en tout cas la pertinence de notre action. Ça, c'est 2016, la rue de la Ville, rue piétonne, important de le préciser. En gris, vous avez les rez-de-chaussée vacants et en bleu, les rez-de-chaussée en activité. Et en 2019, on arrive à ce résultat-là avec 8 projets accompagnés, donc pas que rue de la Ville, un local ouvert qui sert de tiers-lieu, de QG, de conciergerie pour le quartier, où des associations puissent tester leur activité au sein même de notre local à nous, et puis à l'étage de nos bureaux. Et après, différentes activités. Alors, on a installé, on a accompagné, je vais vous présenter via quelques cas concrets. Ça, c'est notre boutique. Une couturière. L'idée, en fait, du projet Ici Bientôt, c'est de... Il a eu plusieurs phases. La première, c'était pendant la Biennale de 2017, en disant comment on peut accompagner des porteurs de projets, tester leur activité sur un temps éphémère. 3 semaines, 6 semaines, 8 semaines. C'est très connu aujourd'hui, les boutiques pop-up, les boutiques éphémères. Pour nous, c'était pas suffisant. Ça permettait, en effet, la chose la plus importante pour nous, est-ce que ce que j'ai dans la tête en tant que porteur de projet, est-ce que j'imagine, est-ce que ça correspond à une réalité de vie et à un besoin concret dans ma vie de le réaliser? Parce que l'aspect économique, c'est important, ça se teste. On le dit en général sur un an. Un an, on voit si oui ou non une activité peut être rentable. Mais dans le cas je vais vous prendre un exemple qui n'est pas ici. Dans la Biennale de 2017 de design, on a accompagné 5 porteurs de projets qui avaient envie de monter, qui étaient designers, qui avaient envie de monter un café associatif, un café de quartier, en se disant comment, via le prisme du café, on peut... ce prisme du café peut être un intermédiaire sur la compréhension du design. Comment, à travers des ateliers, comment, à travers la rencontre avec plein de gens, on peut faire parler du design à travers le café. Très intéressant, plein d'acteurs mobilisés. Le projet marche super bien. Au bout de 6 semaines, elles se disent « mais en fait, c'est super ce qu'on fait, mais nous, on n'est pas là pour servir du café, en fait. Ça ne nous intéresse pas, on n'est pas barman. » Et ça, si vous ne le testez pas en conditions réelles, en fait, vous ne savez pas. Et là, ces 5 personnes, on les a accompagnées, il y a eu peu d'investissement, mais par exemple, quand vous voulez installer une activité de restauration, c'est pas 5 000 € qu'il vous faut, c'est 40 000 €. Et ces 40 000 €, si vous vous rendez compte au bout d'un an que ça vous plaît pas et vous voulez revendre, et à Saint-Étienne, pour revendre une activité ou un fonds de commerce, c'est compliqué, et ben les 40 000 €, vous les perdez. Bon. Et du coup, nous, on a décidé de faire un peu autrement, en accompagnant des porteurs de projets, en les mettant en lien avec des propriétaires, pour tester sur des formats d'une année leurs projets, en favorisant la signature de, vous les connaissez, c'est le bail précaire, des bails d'1 an, de 6 mois, renouvelables. Et puis en mettant des clauses un peu dans ces contrats-là pour que si l'activité marche, ça se transforme en 369 directement pour éviter les effets d'augmentation de loyer entre les changements de bail.
Beau, pardon. Et puis, et c'est ce qu'on a appelé les espaces stations archipel, puisque l'ensemble des porteurs de projets qu'on accompagne, ils contractualisent en direct avec les propriétaires, mais on les accompagne sur des formats totalement différents en fonction des porteurs de projets. En fait, on n'a pas de méthodologie clé. Alors, c'est un peu dommage parce que c'est le forum des solutions. Mais on a des compétences et en fait, on tord complètement nos méthodologies en fonction des porteurs de projets qu'on rencontre. Maraval Couture, on l'a accompagné de comment je négocie ma rupture conventionnelle avec mon patron pour pouvoir bénéficier des droits liés à un chômage et du coup une trésorerie supplémentaire pour son projet avec l'ACRE de Pôle emploi, jusqu'à, donc après toutes les formalités de la construction de projet, jusqu'à comment on mobilise, nous, en interne et avec le réseau qu'on a commencé à monter, un chantier participatif pour aménager son local. On est là en termes d'accompagnement. D'autres accompagnements comme la bricoleuse, j'ai écrit se saisir d'opportunités. Avec la collectivité, on travaille vraiment en duo sur des rez-de-chaussée que eux rachètent dans le cadre de l'ANRU, dans le cadre du NPNRU. Et parfois le temps de racheter un local, il est une opportunité, tiens, c'est une vente, on fait une préemption comme on l'a évoqué tout à l'heure, la ville rachète, et sauf que cette préemption elle se fait, la ville est propriétaire, et après il y a un peu le temps de bon bah ce secteur il va passer un tout petit peu après, et nous on travaille avec la collectivité pour dire ok bah vous avez un local en rez-de-chaussée, il nécessite pas trop de travaux, nous on peut trouver un porteur de projet pour qu'il puisse tester son activité pour un an, 2 ans, puis après on trouvera un autre local. Et ça, la bricoleuse, qui est un atelier de bricolage associatif, nous, on ne parle pas d'activité commerciale au sens propre, mais d'activité de manière globale, puisqu'on accompagne des associations ou des activités commerciales ou des artisans, et c'est bien. Et on n'a pas de stratégie à se dire, bon, dans cette rue, on est installé, il faut tant de pourcentage d'artisans et tant de commerçants pour que ça fonctionne bien. Au contraire, on est plutôt dans la question de l'opportunité et le maillage territorial pour que tout le monde se connaisse et pour que tous les commerçants travaillent ensemble, et c'est ça qui fonctionne. Et la bricoleuse, c'est le Créfa de Loire qui l'a porté parce qu'il y avait des machines qui étaient disponibles dans un atelier, un besoin des habitants de se dire comment on bricole et comment je bidouille sans accéder à un Fab Lab un peu élitiste qui est aujourd'hui situé à la Cité du Design, du coup avec une idée de marque, la compréhension du design, se déplacer hors territoire, etc. Plutôt créer un atelier de quartier, et on l'a testé pendant 1 an en interne, en mobilisant nous des bénévoles, et on commence à démarrer le projet, et en cédant le projet à une association qui s'est créée en transmettant le projet. On a accompagné d'autres projets, une cantine végétarienne qui s'est installée, un atelier de créateurs, une espèce de recyclerie du centre social qui s'est installé, le recyclage et la revalorisation de matériel industriel. Et puis notre local à nous qui est un lieu un peu spécifique qui sert à la fois d'accueil des porteurs de projet, de communication sur le projet et de lieu de test. Et en parallèle de l'accompagnement des porteurs de projet à la création d'activités, on essaye de faire le lien avec l'espace public. Je vais conclure là-dessus. Puisque ce quartier Beaubrun-Tarentaise est en transformation urbaine dans la phase 2 de l'ANRU, une deuxième phase de l'ANRU. Et l'idée, c'est de pouvoir animer l'espace public en associant les habitants, les commerçants à sa transformation, et de se dire que aussi nous en tant que citoyens, peu importe d'où on vient, on peut mobiliser ce qu'on aime appeler notre pouvoir d'agir. L'appropriation de l'espace public, il est pour tout le monde, et la compréhension des modifications de l'espace public, il est pour tout le monde. Alors tout ça, ça passe par des ateliers d'éducation populaire, des porteurs de parole, de la récolte de matières sensibles, ce qu'on appelle ça comme ça. En gros, c'est pas des données brutes, mais c'est plutôt des envies, des besoins, de la parole. Rien que parler sur un espace public et de se dire, ok, je peux m'asseoir et je peux faire ça ici, c'est déjà quelque chose de bien. Et du coup, ça permet de revaloriser l'espace public à travers, on fait des chantiers participatifs, des prototypes de mobilier assez simples, et du coup d'animer l'espace public pour animer les commerces implantés ou qu'on a implantés. Et en parallèle, on essaye de travailler sur les vitrines. Ici, c'est une vitrine qui est fermée, puisque, comme vous le savez probablement, un local vacant n'est pas forcément un local disponible à la location, on en a parlé tout à l'heure, puisque soit il y a trop de travaux, il est disponible, mais il y a trop de travaux, soit vous avez un propriétaire qui ne peut pas bouger sur les conditions de loyer.
Et dans ce cadre-là, lui, il a été racheté par la collectivité. Il va y avoir une fusion de deux bâtiments l'un à côté de l'autre, puisqu'on est pareil sur des maisons de ville, donc un accès aux étages par le rez-de-chaussée. Et là, c'est plutôt de se dire, via le filtre d'une animation, d'un chantier européen qu'on a organisé, via le filtre de comment on rend l'espace accessible, l'espace public accessible aux enfants et aux familles, ben, on peut créer des animations un peu rigolotes qui restent dans le temps. Donc là, c'est un tableau de craie sur un rez-de-chaussée vacant. C'est une vitrophanie évolutive. Merci. Voilà, j'en ai terminé. Alors, vous avez parlé des tiers-lieux. Oui. C'est le sujet. Absolument. Donc, les tiers-lieux, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que, vous avez parlé aussi d'interface avec l'espace public, hein, autre question majeure aujourd'hui, est-ce que précisément, vous travaillez aussi avec des architectes, au moins un, pour développer ces concepts d'articulation, ou bien ça se fait autrement, et c'est pas forcément l'architecte qui est l'animateur de la réflexion avec la population? Alors, nous, notre principe, il n'est pas de se dire qu'il y a une personne, une compétence, un savoir. On est plutôt là-dedans. Quand on a besoin d'une compétence particulière, on va la chercher et on va essayer d'être plutôt dans une logique de transmission et d'échange, et pas de se dire que l'architecte, lui, son domaine, c'est le bâtiment, la rénovation, et du coup, on en a besoin de cette personne que pour ça. Sur la question des tiers-lieux, aujourd'hui, nous, on est porteur de projet sur un tiers-lieu qu'on a appelé l'Atlas des possibles, qui serait un projet de tiers-lieu ESS, en tout cas un espace interassociatif sur l'économie sociale et solidaire, avec plusieurs associations. Toujours dans la même rue, là ? Toujours dans la même rue, dans un bâtiment vacant de 400 mètres carrés. Qui est une ancienne poste, une ancienne... Qui est un ancien restaurant au rez-de-chaussée, un restaurant qui faisait du couscous, qui s'appelait l'Atlas. On est très pragmatique sur les noms. Et quand le rez-de-chaussée, en fait la personne qui tenait le restaurant est décédée, le commerce a fermé, ça n'a pas été repris. Et en fait, lui, il a choisi, avant de sentir qu'il allait partir, de faire partir les occupants du bâtiment, parce qu'il le louait, pour pas que ça soit une charge ou une gestion trop compliquée à ses enfants. Ce qui s'est avéré, le fait qu'il soit vacant, une charge un peu différente. Voilà, le bâtiment a été préempté par la collectivité et aujourd'hui, on travaille en lien avec la maîtrise d'œuvre qui agit sur le quartier pour transformer ce bâtiment. Avant de passer la parole à la salle, moi j'avais une question sur votre relation avec la ville de Saint-Étienne ou la métropole, je ne sais pas d'ailleurs, enfin la communauté urbaine. Comment vous travaillez avec eux? Quel est votre modèle économique d'association? Comment vous intervenez? Comment vous vous payez? Est-ce qu'il y a un soutien financier? Enfin, voilà, comment est-ce que ça fonctionne? Ouais, alors c'est très complexe. Ici, enfin ça se passe très bien. Le modèle économique du projet, ça reste précaire, bien sûr. Je vais parler que du projet ici bientôt et après je vais peut-être parler juste du budget de l'association pour que vous compreniez comment ça marche. Aujourd'hui, on est sur le projet ici bientôt, on est essentiellement financé dans le cadre de la politique de la ville, donc via les crédits politiques de la ville de Saint-Étienne et du CGET. Et après, on est financé également par des fondations privées. Et pour lancer le projet, on n'a pas été financé par la ville de Saint-Étienne, on a été financé par l'Europe via le programme Human Cities. Ça, c'est une partie du financement qui permet de payer du temps de travail, qui permet de payer du matériel, soit pour l'animation de l'espace public, ou soit, plutôt de l'animation, en fait, on parle plutôt de recherche-action, ou pour payer de la presta autre. Et après, au Créfa de Loire, on fait pas que ça, on fait plein de choses. Et l'idée, c'est qu'on va chercher de l'argent pour payer des projets, et donc ça, c'est des fonds publics ou des fonds privés. Et puis, on est aussi centre de formation professionnelle. Du coup, on a une activité économique en propre qui nous permet de développer des projets ou de consolider des projets. Mais c'est un modèle qui est fragile, largement fragile. Et après, le lien avec la collectivité, nous, en fait, l'idée, le projet ici bientôt, c'est que ça soit une troisième voie entre des informations qui descendraient de la collectivité sur le projet urbain et des informations qui souhaiteraient remonter du terrain
vers la collectivité et les habitants. Et l'idée, c'est de faire le pont entre tous ces acteurs-là et d'être aussi favoriser l'initiative ou porter nous-mêmes des initiatives. Oui, juste encore une précision. Les lieux dont vous parlez, oui, ils sont donc préemptés par la collectivité, par laquelle? Par la ville ou par l'agglomération? Alors, donc, sur quelle base? Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'ils sont tous préemptés? Vous avez dit certains, mais peut-être pas d'autres. Qui, à un moment, décide, ou pas, que c'est là qu'il faut que vous interveniez? Comment, de façon très pragmatique, ça se passe? Alors, c'est l'avantage d'être une association privée, c'est-à-dire que personne ne décide pour nous. Alors c'est bien et pas bien, parce qu'à un moment, si on n'a plus les sous pour faire ce qu'on fait, à un moment, on se posera la question de est-ce qu'on continue. Mais bien que le projet soit un peu déficitaire, on continue quand même. Sur la question des rez-de-chaussée, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul rez-de-chaussée qui est propriété de la ville, d'ailleurs qui n'est même pas propriété de la ville, qui est propriété d'un établissement public foncier, qui est l'EPORA, en Rhône-Alpes, qui agit pour le compte de la collectivité pour racheter. Et aujourd'hui, ça va être transféré ça va être transféré à une maîtrise d'œuvre qui s'appelle Cap Métropole, dans le cadre de travaux. Et sinon, le reste des rez-de-chaussée, c'est que du privé. Ouais, c'est que du privé. Et du coup, il y a un gros travail, les intervenants précédents l'ont évoqué précédemment, un gros travail de recensement des propriétaires, parce qu'il n'y a pas le numéro écrit louez-moi, et le fait de convaincre aussi les propriétaires que c'est intéressant de louer et de baisser les prix, puisque la rue de la Ville, comme je vous ai dit, c'était la rue commerçante de Saint-Étienne, c'était la rue la plus riche. C'était où on vendait les chapeaux, où on s'habillait bien, il y avait des artisans de qualité. Et le mythe du loyer haut est encore un peu présent de temps en temps. Et après, il y a tout le jeu avec les agences immobilières, qui est un autre débat aussi, et des autres problématiques. Oui, bonjour, moi j'ai des questions sur le QG, dont on sent bien l'importance dans votre dispositif, mais qui est sans doute aussi plus lourd à porter que les autres projets. Et donc, comment se passe ce portage? Est-ce que c'est la même configuration mis à disposition avec un bail précaire par des propriétaires privés? Et l'autre question que je me demandais, c'est depuis combien de temps il est ouvert? Combien de temps vous pensez qu'il est nécessaire qu'il se maintienne, et surtout comment son usage a évolué au fur et à mesure du projet? J'imagine qu'il ne remplit pas toujours les mêmes fonctions et que l'occupation de cet espace a aussi évolué, quoi. Bonjour, merci. Je revenais sur l'atlas des possibles, et notamment sur la notion de préemption, parce que s'il y a eu préemption, ça veut dire qu'il y avait un acquéreur. Du coup, ma question, c'est en quoi le projet de l'acquéreur ne correspondait pas aux attentes des acteurs et de la collectivité. Du coup, quel a été le motif de la préemption pour qu'elle soit juridiquement recevable? Et puis enfin, par rapport au projet ESS, à partir du moment où il y avait cette maîtrise d'un établissement foncier, est-ce qu'il y a eu une capacité de mettre des conditions locatives tout à fait avantageuses par rapport aux loyers pratiqués dans le secteur? D'accord. Je vais répondre là-dessus déjà. L'Atlas des possibles, c'est un projet en cours de construction. Il n'est pas réalisé encore. Nous sommes en train de boucler le budget, en recherche de financement. Du coup, il n'y a pas de location. Le bâtiment est vacant encore aujourd'hui. Le projet existe dans les têtes et est validé politiquement. Voilà. Pourquoi il y a eu préemption? Parce que ce bâtiment, en fait, il a été... Alors, je ne sais pas si Anne avait mis... je ne crois pas. Ce bâtiment, il est situé ici, là.
dans ces deux parcelles-là. En fait, il est dégradé, vraiment dégradé. Il avait été appairé dans le cadre de l'étude pour la réhabilitation des logements, des vieux logements insalubres dans le quartier, dans le cadre de l'ANRU. Et les propriétaires étaient, l'acheteur voulait en faire. Il n'y avait pas de conditions claires en tout cas de projet un peu ficelé pour rénover ce bâtiment et en faire du logement sain. Et du coup, la collectivité a décidé de préempter là-dessus. C'est tout ce que je peux en dire. Je suis navré. Ça a été le motif de préemption. Et il y a une logique. En fait, la collectivité, elle rachète, surtout dans le quartier historique, soit elle achète en direct, parfois, quand il y a des opportunités, pour pouvoir être propriétaire et pouvoir faire les travaux et pouvoir revendre plus facilement. Enfin, en tout cas, pouvoir faire les travaux directement et revendre en neuf. Ou soit elle accompagne dans le cadre classique de la réhabilitation urbaine. Et le projet, notre projet ESS, en fait, il est né à la fois d'une envie d'être propriétaire de ces locaux pour assurer la pérennité des associations, d'offrir la possibilité à des structures de s'installer et de louer à différents formats et de créer quelque chose qui n'existe pas à Saint-Étienne. Pourtant, l'ESS, elle est vraiment développée à Saint-Étienne, un lieu vitrine où il y aurait toutes les ressources et des associations qui collaborent, mais aussi un café associatif, un centre de ressources, des ateliers. L'idée, c'est de créer un logement passerelle aussi en étage. Et que tout ça soit, il est pas. Je parlais d'opportunités tout à l'heure. Alors oui, il y a 400 mètres carrés disponibles dans un centre-ville, c'est intéressant, certes, mais c'est aussi pour nous l'idée parce que cette rue-là, c'est vraiment l'entrée dans un quartier qui est très stigmatisé et pourtant qui est plein de qualité. Et c'est aussi de se dire que nous aussi, on peut mettre un peu les pieds dans le plat pour accompagner à une amélioration de cette entrée de quartier et finalement de cette entrée de ville. L'entrée de ville, ça fait par là, quoi, de l'autre côté. Je sais pas si ça va. Ok. Et sur le QG, alors c'est même réponse dans le sens où c'est pas complètement désintéressé d'avoir un QG, puisque à l'étage du QG, qu'on appelle ici bienvenue, qu'on appelle tiers-lieu, qu'on appelle espace interassociatif, qu'on appelle plein de manières différentes, il y a les bureaux de l'association. Et en fait, dans le projet ici bientôt, nous, ce qu'on a imaginé au début, c'est en fait notre sujet de travail sur ici bientôt, c'est les rez-de-chaussée. Ici, les rez-de-chaussée, c'est des espaces micro, des tout petits espaces, des espaces en transformation. Et en fait, pour avoir une action efficace, c'est-à-dire pour permettre le suivi de projet, pour comprendre ce qui se passe sur le territoire, en fait, il faut être présent et avoir un lieu fixe. Et c'est pour ça qu'aussi tout ça marche, et pour ça qu'il y a une émulsion dans le quartier, parce que on fait des liens, puis après ça se débrouille tout seul. Et comment ça marche en fait, il y a différentes manières de fonctionner. Aujourd'hui, c'est un espace de travail partagé et pas un espace de coworking. On l'appelle bien espace de travail partagé. C'est la volonté. Il y a des associations qui font des activités. Il y a des espaces, il y a des formations qui sont organisées. Nous, on l'utilise pour notre propre usage aussi. C'est le lieu des permanences ici bientôt, c'est-à-dire des temps identifiés pour que des porteurs de projets puissent venir nous rencontrer. C'est du privé également. Donc on loue à un privé. C'est l'association qui loue. On est à terme de notre bail précaire et nous allons acheter notre local ici. Alors, on va l'acheter, ou soit c'est la SCI qu'on a créée pour le projet de l'Atlas des possibles qui l'achètera. On n'est pas encore fixé là-dessus. Voilà, c'est un lieu pluriforme et plurifonctionnement. On demande une participation aux adhérents ou aux utilisateurs du local pour au moins éponger les charges. C'est un lieu pérenne. L'idée, c'est que, en fait, si on part, on accompagnera la transformation de ce local-là et une installation différente. Mais ça peut devenir un lieu pour les habitants, en effet. C'est quelque chose qui manque en fait dans la rue. Tout à l'heure, on parlait de local poubelle, de local bleu. Il n'y en a pas du tout dans la rue. Dans une rue en pente où il y a aucun local qui est dédié à ça, ça peut être intéressant aussi.
Merci beaucoup. Alors, puisqu'on a libéré un petit peu de temps avant la pause, je vous propose d'ouvrir un débat un peu plus ouvert, peut-être avec quelques témoignages complémentaires qui peuvent exister parmi les participants à ce forum. Peut-être les témoignages aussi d'opérateurs partenaires. Vous n'avez pas du tout cité, par exemple, les PARECA, qui peut-être sur un certain nombre de locaux commerciaux peut aussi avoir une action. On a un peu cité tout à l'heure l'ANA sur la première séquence à Arras. Est-ce que éventuellement d'autres opérateurs publics ont des témoignages à apporter? Je vous propose qu'on se prenne un petit temps là d'une quinzaine de minutes si vous voulez intervenir un peu en témoignage et puis éventuellement à compléter les échanges qui ont eu lieu avec les différents intervenants de cette première partie. Bonjour, je suis chef de projet Action Cœur de Ville à Vitré et nous avons en projet, enfin les élus viennent de valider un dispositif, alors nous on l'appelle nurserie commerciale. L'idée c'est effectivement de pouvoir installer un porteur de projet pour un bail précaire de 23 mois dans un local, propriété privée puisque la ville n'est pas propriétaire de locaux. On a aussi ciblé une rue qui s'appelle la rue Poterie. Et je me heurte à une difficulté que je n'arrive pas vraiment à dépasser là, et j'espère qu'il y aura des bonnes idées. C'est d'une part pouvoir estimer le prix de marché du loyer, parce qu'en fait, en interrogeant et en faisant une moyenne, alors pondérée selon la taille des locaux, tout ça, le fait qu'on est en angle ou pas en angle, hein, en fait, on arrive, il y a des montants de loyer du simple au triple, donc c'est un petit peu difficile d'estimer un prix de marché. Et quand bien même je le ferais, ça impose à certains propriétaires de locaux vacants aujourd'hui de baisser significativement le prix de le prix escompté pour leur loyer. Et c'est une difficulté qu'on n'arrive pas à dépasser. Donc je voulais savoir si certains d'entre vous avaient des bonnes idées. Je ne sais pas si on peut faire un loyer différent, parce que l'idée, c'est en fait de pouvoir faire entrer dans le dispositif simultanément plusieurs propriétaires. Donc ça paraît compliqué de répondre aux attentes des uns et des autres sur des loyers différents, si on imagine au mètre carré ou autre. Voilà. Alors nous on est fait baisser systématiquement. Force de persuasion alors. Oui, après il y a des propriétaires, on a un local où on est fâché, ça arrive, et on ne l'aura pas nous. Enfin, on travaillera pas avec lui, c'est impossible. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de baguette magique. Non, en fait, on essaye de prendre des activités qui fonctionnent depuis un petit moment, en tout cas dans un périmètre, et en effet d'en faire une moyenne. Et après d'évaluer est-ce que cette moyenne, elle correspond ou non à... Parce qu'un local ne peut pas accueillir l'ensemble des activités. Par exemple, nous, on a un local qui est loué en face de chez nous. Il y a une très belle surface de 100 mètres carrés. Sauf qu'il y a 40 mètres carrés en rez-de-chaussée et 60 mètres carrés en sous-sol. Alors, au prix au mètre carré, ça ne marche pas, sauf si on vend des meubles. Du coup, faut prendre, nous, ce qu'on fait, c'est une moyenne, puis après, on réfléchit au cas par cas en fonction de quelle activité peut y avoir à l'intérieur. C'est bon, ça marche. Donc Marie Crier pour les PARECA. Je ne sais pas si tout le monde connaît les PARECA, mais en gros, donc on a un établissement public national qui a pour mission en fait d'assurer une fonction de promoteur immobilier public en l'absence d'initiatives privées. Donc précisément, on arrive quand le privé ne veut plus se positionner et qu'il y a quand même besoin de maintenir du commerce à cet endroit-là. Et je peux vous parler du coup pour la question sur la question des loyers, de comment on fait nous concrètement. Donc nous, quand on arrive en fait pour travailler avec une collectivité,
La première chose qu'on va faire, et certains d'entre vous pourront en témoigner ici, c'est qu'on va mener des études de potentiel assez précises sur le linéaire qui apparaît comme problématique, des études de potentiel commercial qui vont permettre en fait de déterminer à cet endroit-là précisément quel type d'activité je vais pouvoir mettre demain et quel type d'activité est en capacité de vivre en fait. Donc de générer un chiffre d'affaires suffisant pour permettre de payer un loyer. Et en fait, nous, on va bâtir l'ensemble du modèle économique sur lequel après on va investir en tant que promoteur-investisseur sur cette capacité à payer à la fin du locataire, en fait, preneur du local. Ce que je peux quand même préciser en ce qui concerne les PARECA, parce que c'est quand même aussi particulier, comme je vous l'ai dit, en fait, on intervient uniquement à défaut d'initiative privée. Donc on intervient par définition quand les opérations sont déficitaires. Et ça, c'est quand même important aussi de le préciser, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'endroits, et les villes Action Cœur de Ville en font partie en grande partie, où en fait l'opération ne peut pas sortir, elle est structurellement déficitaire. Donc ça implique aussi pour les collectivités de venir abonder en subvention pour permettre en fait de boucler l'opération. Et en fait ce qu'on a l'habitude de dire, parce qu'évidemment on dit ah bah oui mais attends c'est pas à la collectivité publique de venir payer un projet qui à la fin en fait revient au privé, etc., etc. Mais nous ce qu'on a l'habitude de dire pour convaincre aussi les élus de pouvoir participer à ces projets de promotion immobilière commerciale, c'est de dire mais posez-vous la question du coût de l'inaction. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si demain, à cet endroit-là, alors qu'il y a encore un potentiel, il y a encore un embryon de potentiel commercial et des habitants existants ou à venir qui auront besoin de ce tissu commercial de proximité, qu'est-ce qui se passe si nous, on ne vient pas et si vous ne nous aidez pas à venir avec des subventions publiques ? On repart dans un cercle vicieux. Donc l'idée, c'est de pouvoir amener des subventions publiques pour pouvoir avoir un effet levier et repartir dans un cercle vertueux qui permette justement de faire revenir, refaire revenir l'attractivité à cet endroit-là, faire revenir les habitants, etc. Je pense qu'il faut toujours se poser la question aussi de, finalement, pour qui on fait tout ça ? À la fin, il y a quand même un habitant. Et qu'est-ce qui va attirer les habitants dans mon cœur de ville, si ce n'est, alors au-delà de la sécurité publique, la tranquillité et les écoles, bon, enfin, pour ceux qui ont des enfants, en tout cas moi c'est le premier truc que je regarde quand je cherche un appart. Mais la deuxième chose, c'est est-ce que je vais pouvoir acheter mon pain et mon litre de lait si je suis en galère, en rentrant du boulot le soir, quoi. Et ben ça fait partie aussi de l'attractivité du quartier. Et ça sert à rien d'avoir une intervention sur le commerce si vous n'intervenez pas sur le logement, et inversement. Je me permets juste une petite astuce. Des fois, aujourd'hui, on travaille sur la typologie des logements, des rez-de-chaussée VACO qu'on accompagne, qu'on essaye de réhabiliter ou de réinvestir. Ils sont tout petits et donc ils sont pas forcément super chers. Par contre, il y a des grands rez-de-chaussée qu'on n'arrive pas forcément à faire occuper. Et en fait, on a testé une ou deux fois. Il y a un truc qui marche bien, c'est les projets collectifs. Et aujourd'hui, on va accompagner un collectif de créateurs et designers à s'installer dans un local, trop cher pour une personne, mais suffisamment accessible pour 3 ou 4 personnes. Mais ça demande un vrai effort d'accompagnement collectif pour soit structurer un projet qui part d'envie collective, ou soit fédérer autour d'un projet des initiatives individuelles. Et ça peut se faire sur le soin, ça marche très bien. Oui, moi je vais parler logement, parce qu'en fait je représente Action Logement, et c'était juste pour souligner par rapport au projet d'Arras, qu'Action Logement a un dispositif pour accompagner les propriétaires privés jusqu'à 1 000 € par mètre carré de surface habitable, donc faut pas hésiter. Faut pas hésiter, voilà, il y a encore pas mal de villes qui sont pas dans les dispositifs de financement d'Action Logement, mais on est là pour ça. Il y a une direction Action Cœur de Ville au siège qui est là pour accompagner tous les projets. Oui, peut-être un complément de réponse à la question posée par Vitré et après la réaction de Marie, donc Pascal Madry pour l'Institut de la Ville et du Commerce. Vous êtes dans le cas classique en fait d'une négociation entre un propriétaire privé et un exploitant commercial où on a 2 cadres de référence opposés. On ne se voit pas, si.
Donc avec un propriétaire qui lui est sur des logiques de loyer de marché, qui va effectivement regarder autour de lui quelles sont les dernières valeurs qui ont servi de référence pour les cessions en cours. Et puis de l'autre côté, un exploitant qui, lui, se base non pas sur les valeurs alentours, mais sur son compte d'exploitation. Et selon l'activité, le loyer d'un commerçant peut varier du simple au triple, au quadruple. Un boucher paiera 4 fois moins qu'une banque ou qu'un assureur. Et donc, il faut appareiller ces deux logiques. Et quand vous êtes dans des secteurs en déprise, vous avez effectivement parfois des propriétaires récalcitrants qui pensent que leur bien a encore une valeur, en tout cas une valeur qui peut s'étalonner sur les rues plus commerçantes situées à proximité. L'enjeu, c'est de le convaincre que ce n'est plus le cas. Et que pour peu que le local soit vacant depuis une certaine durée, c'est que plus il reste inoccupé, plus en fait la valeur du bien se dégrade. Et pour un propriétaire, mieux vaut louer, même si derrière il n'y a qu'un faible revenu, par exemple que la couverture des charges, que de maintenir une valeur virtuelle et de voir le bien se dégrader. Il y a une ville qui a réussi ça, puisqu'on est dans le Forum des solutions, c'est Montbéliard, avec un dispositif qui s'appelle eShop. Alors j'ai retrouvé le sigle parce qu'il n'est pas évident, c'est un peu comme vous, d'ailleurs j'ai oublié le créer. Enfin bon. Éclosion de commerce hébergé à objectif pérenne. eShop, en tout cas voilà, eShop, ça c'est facile à retenir. Et le principe, c'est que la ville vient négocier avec les propriétaires en essayant de les convaincre sur la base des arguments que je viens d'exposer. Et ça marche plutôt bien, puisque je crois qu'il y a 5-6 locaux qui fonctionnent sur ce principe-là. Et donc, le commerçant s'installe, ne paie que les charges. Et le deal, c'est que si jamais l'activité monte en puissance, alors les deux parties peuvent contracter un bail, et cette fois sur une valeur locative un peu plus élevée. Donc, en gros, c'est le CDD commercial, quoi. Ouais, alors moi, je vais vous passer la parole. Simplement, je voulais rebondir sur la notion des collectifs. C'est un peu le pari qu'on fait aussi avec ce programme Réinventons les cœurs de ville, qui est un programme donc de mise à disposition de sites et d'emprises foncières ou immobilières dans les périmètres d'action cœur de ville pour faire venir des investisseurs nouveaux. On imagine qu'il y a évidemment une partie de ces investisseurs qui seront des investisseurs traditionnels de la promotion immobilière, ou dans le logement social ou privé d'ailleurs. Mais on imagine aussi que dans un certain nombre de ces sites, ça pourrait être des collectifs locaux d'habitants, d'artisans, de professionnels divers. Et c'était un peu l'idée de l'exemple d'Ambert, qui finalement, dont le maire n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui est une toute petite ville, qui a installé un collectif d'architectes en résidence dans un rez-de-chaussée du centre-ville. Donc c'est un peu l'idée, qui pendant presque 2 ans a animé ce local en faisant un peu, j'imagine comme vous le faites vous, des ateliers locaux, en faisant rentrer en faisant intervenir les habitants. Vous en parlerez sans doute mieux que moi. Et donc il y a aussi cet effet un peu transitoire de requalifier, de redonner envie de venir dans le centre-ville, pour après porter des projets plus pérennes. Mais cette idée de collectifs qui investissent des lieux, avec en plus, c'est souvent le cas, des collectifs qui sont un peu attachés à la qualité du design, à la qualité architecturale, à l'image, et donc qui redonnent une image assez différente de ces locaux qui peuvent être dégradés. C'est aussi une marche éventuellement vers une revitalisation plus durable. Oui, simplement une réponse aussi pour Vitré, c'est la taxe sur les immeubles commerciaux vacants. Donc ça ne répond pas de manière immédiate, en tout cas, mais je crois que c'est au bout de 2 ans. C'est une arme complémentaire sur le coût de l'inaction, comme disait Marie, qui permet d'inciter le propriétaire à remettre son bien sur le marché le plus rapidement possible. Donc nous, par exemple, à Douai, nous sommes Douai à côté d'Arras. Nous avons repris des bâtiments en régie municipale, donc on les a rachetés, on les a réhabilités, et on a mis en place des baux avec des loyers qui étaient indexés finalement sur le chiffre d'affaires du commerçant. Donc on a encadré les loyers. Si le chiffre d'affaires, donc c'est progressif, si le chiffre d'affaires augmente, le loyer peut augmenter, mais s'il baisse, le loyer aussi peut baisser. Donc c'est gagnant-gagnant, ça fonctionne, on a attiré des belles enseignes. Et du coup, c'est aussi un moyen d'apporter cette solution-là aux propriétaires privés. Excusez-moi, oui, je réagis directement parce que moi, la taxe sur les locaux commerciaux vacants, c'est bien quelque chose que j'avais essayé d'amener, mais les élus n'ont pas trop mordu à l'hameçon, on va pas se mentir. Et moi, mon service juridique m'avait fait comme réponse que le loyer évolutif, indexé sur le chiffre d'affaires, c'était pas légal.
Donc ça m'intéresse d'avoir votre... je sais pas. Moi, c'est ce qu'on m'a répondu et je suis pas spécialiste de la question. On l'a mis en place. Il est passé sur les fiches codines du contrôle de légalité. Donc, donc ça m'intéresse qu'on puisse en échanger du coup. Ça va être l'occasion de le faire à la pause, Francis. Oui, j'ai une question à vous poser. Là, on a bien compris le processus dynamique sur cette rue. Hein, mais ce que je voulais vous demander, parce que la ville de Saint-Étienne, vous avez parlé du Fab Lab, en effet, elle est beaucoup plus grande que les échelles que nous traitons d'habitude dans ce périmètre, mais la question, elle est sur justement la relation à ce Fab Lab de la manufacture et autres, de la platine et autres. Vous avez bien fait la différence. Donc la question est-ce que votre dynamique, là, qui apparaît comme une opération pilote, elle a déjà fait tache d'huile rien que dans le quartier et que d'autres rues se sont emparées du processus pour justement avoir envie... est-ce ça a fait des petits, pour le dire autrement? Alors, si je dois rétablir une vérité, Ici Bientôt n'est pas le premier projet de ce type-là à Saint-Étienne sur la question des rez-de-chaussée vacants. Il y a une association qui s'appelle Rue du Développement Durable, que certains connaissent peut-être, qui interviennent dans le même cadre que nous dans ce type de réunion, qui a 10 ans et qui, eux, travaillent sur un périmètre qui s'appelle le Crédroc, qui est un ancien quartier en politique de la ville, qui est en veille active aujourd'hui. Ils travaillent sur une rue qui s'appelle rue Néron, enfin rue Salengro, pardon, rue Néron, c'est une autre rue dans laquelle ils travaillent. Et eux, ils accompagnent plutôt uniquement à l'installation, tandis que nous, on est sur tout le volet création d'activités, en ayant choisi c'est une des solutions pour comment on peut convaincre des propriétaires de louer, de faire du portage locatif. C'est-à-dire qu'ils ont accompagné un projet via la création d'une foncière. Ils ont acheté le bâtiment, enfin le local, puis installé le porteur de projet. Et vu qu'ils ont une action ultra localisée, ils ont une confiance plutôt auprès des propriétaires. Et tous les rez-de-chaussée qui réhabilitent aujourd'hui, c'est eux qui louent et ils sous-louent au porteur de projet. Et le propriétaire est davantage rassuré plutôt que de louer à un porteur de projet. On ne sait jamais ce qui peut arriver, vous savez. Voilà. Et du coup, donc il y a des initiatives comme ça à Saint-Étienne qui existent depuis, ça fait 10 ans. Nous, ça fait 3 ans sur Ici Bientôt. Il n'y a pas de concurrence associative, hein, on soit bien d'accord, on travaille ensemble. Il y a eu des choses pendant la Biennale de 2017, c'est la ville et la Cité du Design qui ont monté ça s'appelait la rue de la République du Design, sur de l'expérimentation éphémère dans une rue, la rue de la République, une rue compliquée aussi, une rue fermée parce que le tram passe à côté. Comme quoi il y a des micro-phénomènes urbains qui accélèrent la vacance commerciale. Avant on passait par cette rue pour monter à la gare, aujourd'hui on prend le tram et du coup on passe moins dans cette rue. Et après la ville de Saint-Étienne elle est divisée en plusieurs quartiers et en plusieurs périmètres opérationnels, des quartiers qui traitent du droit commun, des services de la ville, des périmètres qui sont identifiés comme des quartiers en politique de la ville, avec des actions spécifiques, et des quartiers qui sont non pas gérés, mais en tout cas pensés dans leur stratégie de développement par l'EPAS. L'EPAS, c'est un établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, qui eux travaillent sur une échelle un peu plus globale de quartier en sectorisant un quartier créatif, un quartier des affaires, un quartier d'habitat puisque le commerce ne peut plus marcher. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et on fait des ponts. Mon rêve, je dirais, c'est d'arriver à développer ce qu'on est en train de faire, non pas à l'échelle de la ville, puisque notre action elle est pertinente parce qu'elle est ultra localisée à l'échelle d'une rue, d'un pâté de maison, mais plutôt de se dire comment entre des acteurs associatifs, des services de la ville, l'EPA, la Cité du Design, comment on peut se réunir régulièrement pour pouvoir échanger sur des bonnes pratiques et comme j'ai dit, faire remonter du terrain et puis des actions qui viennent plus d'en haut et c'est ça qui est intéressant. Et c'est plutôt ça que j'aurais tendance à encourager dans tous les territoires, comment on élargit les réunions à un cercle de monde plus important. Et ça devient hyper intéressant. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête pour une pause d'une vingtaine de minutes en attendant l'arrivée de nos amis de Pantin. Alors là encore, c'est pas une petite ville, puisque c'est une ville très directement dans la banlieue de Paris.
Pour autant, ils ont un dispositif assez intéressant qui nous sera présenté à partir de 16h, qui est la transformation de locaux commerciaux en locaux d'artisanat et qui renvoie un petit peu aux discussions qu'on vient d'avoir. À tout de suite.